On est le 21 avril 2019, c'est le week-end de Pâques, long week-end de Pâques, parce qu'en fait long, pourquoi? Parce qu'il va se prolonger jusqu'au lundi de Pâques, et il y aura aussi congé lundi de Pâques, puisqu'aujourd'hui on est le 21, et demain lundi 22, lundi de Pâques. Donc il y a eu 2 semaines de congé, plus le lundi, qui est, je veux dire, un jour de congé, puisque le calendrier donne ceci ainsi. Bon, ici je vais voir la loi de Boyle et Mariotte. Ce sont deux lois, c'est une loi concernant la physique et la thermodynamique, euh, sur des principes bien sûr mécaniques, hein, un principe mécanique. euh, voilà. Donc, tout d'abord, Boyle, c'est l'association d'un anglais, Boyle, et d'un français, Mariotte. Donc, c'est la loi de Boyle et Mariotte. Bon, c'est une petite histoire qui a pris naissance en 17, au XVIIe siècle. Hein, voilà. Et ils ont découvert, si vous voulez, en même temps, la relation qui existe entre, si vous voulez, le volume et la pression. Voilà. Donc, le volume et la pression, bien sûr, d'une masse gazeuse. Le volume et la pression d'une masse de gaz. Voilà. Et donc, bien sûr, la relation existante entre deux variables, et la troisième variable thermodynamique, elle est constante, c'est la température. Donc, c'est une loi qui lie le volume à la pression à une température, si vous voulez, constante. Donc, c'est ce qu'on appelle quand la température est constante. Je rappelle hein, quelques petites notions voilà, de thermodynamique. Température constante, c'est isotherme. Isotherme. S'il y a une transformation, c'est pas le cas ici, d'un volume constant, c'est une transformation isocore. Voilà, isocore qui s'écrit comme ceci, isocore. Si la transformation se fait à pression constante, mais on a une transformation isobare. Donc, on peut avoir une transformation isotherme, température constante. Isotherme, je vais effacer ici parce qu'on ne le voit pas. Donc ça, isotherme, ça, température constante. Certains écriront delta T égale 0. C'est la même chose. Ah. Ah, dire delta T égale 0 ou T égale constante, c'est la même chose. Une variation de température nulle. Si on a T1 moins T2, si on a la variation de température égale à 0, ça veut dire que T1 égale T2, donc c'est bien une transformation constante. Transformation isobare, c'est quand la variation de pression est nulle ou elle se fait à pression constante, si vous voulez. Et transformation isocore, c'est une transformation à variation de volume égale 0, c'est-à-dire la température égale constante. Bon, il existe en thermodynamique différentes transformations. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, transformation. C'est déjà 3 transformations que la thermodynamique connaît. Transformation isocore, isobare et isotherme. Et bon, la loi de Boyle et Mariotte, c'est une transformation à température constante. C'est-à-dire avec delta T égale 0, c'est-à-dire une transformation isotherme. Voilà, ça c'est pour l'historique. Hein. L'historique, bon, c'est été étudié, je veux dire, enfin, ils ont vécu au XVIIe siècle et ils ont découvert en même temps, si vous voulez, la relation qui existait entre
le volume et la pression à température constante de masse de gaz, une masse de gaz. Bon, donc c'est bien pour la théorie des gaz. Je rappelle que il y a plusieurs états, le solide, liquide et gaz. Que solide et liquide constituent des états condensés et que liquide et gaz constituent des fluides, des états fluides. Mais qu'il existe aussi, à côté des gaz, comment on appelle ça, les plasmas, hein, avec une ionisation d'un gaz. Bon, mais là, ça n'a rien à voir. Bon, ici, ça se fait avec des transformations, bien sûr, de pression et de température, pour passer d'un état à l'autre. Voilà. On peut passer d'un état à l'autre par des transformations de pression ou de température par les diagrammes, les fameux diagrammes voilà, de saturation PT. Pour un corps, hein, ce diagramme-là existe pour n'importe quel corps. Et alors ici, vous avez ce qu'on appelle le point triple. Et alors là, vous avez la partie solide, liquide, gaz, et que là, on a si vous voulez, les changements d'état. Donc ce sont les courbes de saturation qu'il y a ici. Voilà, ce sont les courbes d'équilibre. Et donc c'est bien pression, température, et on fait les transformations en solide, liquide, liquide, gaz, ou directement solide, gaz, ici à basse pression. Hein. Voilà. Et là, à ce moment, on fait toutes ces transformations-là. Et le placement n'a rien à voir, c'est pas un état, c'est avec l'ionisation ici. C'est une ionisation et une désionisation. Bien sûr, une ionisation d'un gaz et une désionisation du gaz. Voilà, et donc supposons que je prenne de solide à liquide, le passage s'appelle la fusion. Le passage liquide à solide, ça s'appelle la solidification. Solidification qui est la transformation inverse. De liquide à gaz, ce qu'on appelle liquide à gaz, ce qu'on appelle la vaporisation, et de gaz à liquide, ce qu'on appelle la liquéfaction. Et puis, on se retrouve avec de solide à gaz, directement de solide à gaz ici, c'est la sublimation. Et alors, on a la sublimation inverse, ou on peut appeler ça la condensation aussi, en sublimation inverse. Bon, eh bien, la loi des VT, VP, à température égale constante, c'est une loi pour les gaz. C'est pour masse de gaz. Voilà. Donc, c'est pour ceci, si vous voulez. C'est pour les gaz. Alors, je rappelle que si je reprends les liquides qui étaient un fluide, hein, qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui est à l'état fluide? Ben, ce sont les liquides et les gaz. Je rappelle que les liquides sont incompressibles. Ça veut dire que la masse volumique, elle reste constante. Par contre, dans les gaz, le gaz, bon, il est variable. Le rho du gaz, il est variable. Parce que le gaz est compressible. Hein, on peut comprimer un gaz. Alors qu'un liquide, on ne peut pas comprimer. Quand j'entends liquide, ne pensez pas forcément eau. Ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être un composant chimique. Voilà, des solutions aqueuses, liquides. Voilà, des solutions aqueuses qui sont généralement liquides, hein, les solutions aqueuses. Et voilà, donc pensez avoir autre chose que de l'eau. Et donc quand j'ai dessiné ces courbes-là tout à l'heure, P, T, c'est valable bien sûr le liquide ici. Si on est à l'état liquide ici, mais c'est valable ou gazeux ici, hein, parce que ça c'est liquide, ça c'est gaz et ça c'est solide. Ben, ça c'est valable pour différents constituants. Même qu'ils soient solides, cette courbe-là existe. Hein.
cette couleur-là, PT, existe. Même si je suis solide, il existe une courbe PT. Hein, que ce soit solide ou liquide ou gazeux, il y a des courbes PT. Hein. Ces courbes PT existent à l'état solide, liquide et gaz. Mais la loi de Boyle et Mariotte est valable pour les gaz. Voilà. Ici, on a la loi de, pour les gaz, la loi de Boyle et Mariotte, qui n'est pas valable pour les liquides et qui n'est pas valable pour les solides. La loi de Boyle et Mariotte est valable pour l'état gazeux. Bon, en quoi consiste cette loi de Boyle et Mariotte? Pour les gaz, bien sûr. Pour les gaz. Donc les gaz sont compressibles, contrairement aux liquides qui sont incompressibles. Et en plus de ça, les gaz sont expansibles, si vous voulez. Et ils n'ont pas de volume défini. Hein. Ils se renferment dans voilà, dans un réservoir ou fermé, et il va prendre la forme du réservoir. Voilà. Et bien sûr, c'est des interactions de particules qui vont dans tous les sens. Donc ils ne prennent pas un volume défini comme le solide ou le liquide dans un récipient. Alors, pour étudier la loi de Boyle et Mariotte, c'est-à-dire les relations qui existent entre la pression, le volume et la pression, comment varie le volume en fonction de la pression à température constante. Je rappelle que maintenir une température constante, c'est difficile. Hein. Il y a toujours du dissipatif, il y a toujours des variations de température. On essaie de minimiser, mais voilà, on n'a jamais un système isolé. On a toujours des transformations avec échange de chaleur. Donc, je veux dire, on n'a pas de conditions. En réalité, on n'a pas de l'idéalisme, comme on retrouve en mécanique des fluides. Hein. Mécanique des fluides, les hypothèses permettent d'avoir des fluides idéaux. C'est-à-dire, par exemple, sans frottement. Par exemple, pour les liquides. Voilà, en mécanique des fluides, ben, on a des fluides idéaux. Donc, mais ça n'existe pas, des fluides idéaux. Donc, il faut toujours multiplier par des coefficients spécifiques pour revenir à la réalité. Parce que les fluides idéaux, ça n'existe pas. Et ici, c'est pareil. Bon, quand on voit cette loi-là, hein, en thermodynamique, ben on sait bien qu'une température constante, c'est difficile d'avoir. Hein, parce qu'il y a toujours des échanges avec le milieu extérieur. Donc un système parfaitement isolé, ça n'existe pas. Théoriquement aussi, d'ailleurs, je vais faire un petit peu de théorie ici, théoriquement aussi, mais en réalité, c'est pas comme ça. Il y a toujours des corrections à faire, que ce soit en mécanique de fluide avec, les liquides ou les gaz, il y a toujours comment on appelle ça, des corrections à faire. Toujours, toujours, toujours. Les courbes ne sont pas les courbes que vous avez en réalité décrites en théorie. Parce que la théorie, c'est la théorie, et la réalité, c'est la réalité. Bon, il y a une grande différence. Hein. Maintenir une température constante, c'est difficile. Donc ici, pour ça, je vais utiliser un baromètre. Un baromètre avec du mercure. Voilà. Alors, le baromètre avec du mercure, le baromètre, ça sert à mesurer la pression atmosphérique. Voilà. Donc, il est ouvert ici. Donc, il y a l'action de la pression atmosphérique. Alors, je vais le remplir. Voilà, ici, il y a une section d'air. On a de l'air ici, particules d'air. Mais l'embout, il est fermé ici, contrairement ici. Le tube, si on regarde dessus, il est circulaire comme ceci. Voilà. Donc, c'est une section circulaire, d'ailleurs, que je vais simplifier pour mes calculs. Voilà. Supposons que cette section ici, circulaire, quand on regarde du tube, elle fait 1 cm². Alors pourquoi je mets 1 cm² comme ça? Il suffira de multiplier par une certaine hauteur h en centimètres pour avoir le volume. Donc si j'ai 2 cm, ben, j'aurai directement 2 cm³ de volume. C'est le volume d'un cylindre. Hein. Le volume d'un cylindre, c'est la base fois la hauteur. Alors, on joue avec des cylindres ici, hein, parce que c'est des tubes cylindriques. Enfin, en section, quand on coupe le tube, on a des cylindres. Donc ici, j'aurai la base fois la hauteur, et la base, pour avoir le volume, c'est base fois hauteur. Or, la base, c'est pi r² fois h.
pour avoir la hauteur. Donc, le volume, c'est pi r carré h. Bon, donc le volume se mesure en centimètres cubes, en litres, enfin, je m'excuse, en centimètres cubes, en décimètres cubes, en mètres cubes, voilà, voilà. Donc ça, c'est le volume, voilà, c'est par rapport au nombre de cubes que j'ai. 2 centimètres cubes, ça veut dire que j'ai 2 cubes, je sais mettre dans 2 cubes d'un centimètre. Alors si j'ai deux vases, par exemple, j'ai 2 vases, voilà, peu importe la forme, et j'ai un second vase qui est comme ceci. Voilà, voilà 2 vases. Je remplis, on s'en fout de la forme, hein, parce que les centimètres cubes ne dépendent pas de la forme. Les centimètres cubes, c'est tout simplement, vous allez remplir le vase complètement d'eau, par exemple, de l'eau. Et là, vous allez mettre de l'eau ici complètement, et vous allez verser, je veux dire, vous allez savoir combien de petits cubes de 1 cm on a. Et là, on peut faire une comparaison, indépendamment des formes. Par exemple, celui-ci, on sait mettre ça, en fait, c'est comme si on avait, par exemple, j'invente 50 cm3. Donc 50 petits cubes d'un centimètre. Et là, par exemple, j'aurai 30 cm3. Ça veut dire que le volume ici est plus petit que celui-ci. Voilà, mais ça ne donne pas les volumes, ça ne donne pas une indication sur la forme. Voilà, on a 50 cm3 et 30 cm3, mais voilà, le volume ne donne pas une indication sur la forme. Voilà, du vase ou du contenant, on s'en fout. C'est le contenu qui nous intéresse, donc c'est la quantité de contenu. Voilà, et donc ici, le volume c'est en centimètres cubes, mètres cubes ou décimètres cubes. Donc le volume c'est, ici on joue avec des cylindres, donc pi r carré h. Bon, ici on va mettre de l'air, c'est de l'air ici. Voilà, là on a piégé de l'air. Quand je dis piégé, c'est parce que c'est fermé ici, hein. Le tube est fermé. Voilà, ici il y a de l'air. Voilà. Alors, bien sûr, pour remonter l'air ici, j'ai besoin de mettre du mercure. Donc je vais utiliser du mercure. Comme Torricelli l'a fait. Torricelli a utilisé du mercure. Bon, si je mets du mercure ici, mais j'ai un volume d'air ici. Et comme j'ai dit, j'allais prendre la section de 1 cm², comme ça, si je mesure juste une hauteur en centimètres, mais j'aurai tout de suite le volume en faisant 1 cm² fois la hauteur en centimètres. Donc si j'ai 2 cm, 2 cm fois 1 cm², ça fait 2 cm3. Si j'ai 3 cm, là, ben ça fera 3 cm fois 1 cm², ça fait 3 cm3. Ça fait 3 cubes d'un centimètre. Voilà. Donc j'aurai le volume directement sur lui. Voilà. Alors pourquoi j'étudie le volume? Parce que c'est justement la loi de Boyle et Mariotte. La loi de Boyle et Mariotte, c'est étudier le volume en fonction de la pression. P est une fonction, le volume est une fonction de la pression. Le volume est une fonction de la pression, bien sûr, comme je l'ai dit, à température constante, parce que c'est une transformation isotherme. Bon, si je fais ça, par exemple, je vais calculer. Donc, on sait bien que d'après le principe de l'hydrostatique, la pression est la même sur une même horizontale. Donc, si je prends le point 1 et le point 2, mais la pression en P, la pression en 1 est égale à la pression en 2. Bon, que vaudra cette pression en 1? C'est la pression atmosphérique. C'est la pression d'action de l'atmosphère. Donc, j'aurai la pression atmosphérique. Et donc, là, ici, on aura la pression atmosphérique. Ça veut dire que j'aurai toute la colonne d'air ici. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je remplis du mercure jusqu'ici. Voilà. Sur un niveau 1 et 2. Voilà. Et j'essaie d'avoir quoi? Ben, j'essaie d'avoir... bien sûr, à la hauteur 0, ici, c'est la hauteur 0. H égale 0. Voilà. Là, c'est la hauteur 0. Voilà. C'est dans la colonne, vous avez une hauteur 0. Donc, vous mettez du mercure à la hauteur 0. Et là, normalement, si le tube va donner, par exemple, ici, un restant de, par rapport à la hauteur de 0, de 10 cm3. Voilà. Ça veut dire que quand on est à la hauteur 0, ici, la colonne d'air mesure un volume de
10 cm3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 cm3. Ça veut dire comme la section fait 1 cm², mais ça veut dire que vous avez 10 cm. Hein. Donc ici, on a une colonne de 10 cm d'air. C'est ce que ça veut dire. Par rapport à l'origine, ici. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir une référence de volume. La référence de volume, c'est 10 cm3. Bon, mais sous quelle action? Mais il n'y a que l'action de la pression atmosphérique en H égale 0, c'est on a la pression atmosphérique. Donc, si je calcule déjà, bon, les Marriott, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une loi simple. Ils ont fait juste le produit P fois V. Voilà. Et ils vont regarder combien fait P fois V. Alors, ils ont fait un tableau. Voilà, donc ici on va indiquer P. Là, V. P, bien sûr, qui est en atmosphère, en ATM, en atmosphère. Et le volume qui est en centimètres cubes ici, parce que c'est un petit volume qui se trouve dans un, voilà, dans un tube en U. Ce qu'on appelle un tube en U. Le tube ici est en U. C'est pas un vrai U comme ceci, mais il est plutôt comme ceci, c'est un tube en U. Ce qu'on appelle un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. Un baromètre ici, il est à mercure. Alors, si on continue nos investigations par notre tableau, on a mis combien si je prends un atmosphère, le volume, voilà, si je suis ici, on a 10 cm3. 10 cm3 d'air. Maintenant, si on met une colonne de 76 cm, bien 76 cm, il faut savoir que si je remplis 76 cm, voilà, eh bien ici, ça va diminuer. La colonne d'air ici va diminuer. Mais au profit de quoi? De la montée, si vous voulez, de pression ici. Donc on va avoir une certaine montée de pression. Donc, ce qui veut dire que 76 cm, je rappelle que c'est un tore. Hein, on sait bien qu'un tore, c'est 760 tores, je m'excuse, c'est 760 tores. Ça, c'est 76 cm. Millimètres, je m'excuse. Voilà, c'est 76, parce que 76 cm, c'est immense. Hein. C'est presque 1 mètre. Ici, c'est 76 mm. Donc, 76 mm, ça veut dire 7,6 cm si vous voulez. Voilà, c'est monté de 7 cm et pas 76. Voilà, donc 76 mm, mais 76 mm de mercure, bien sûr, d'Ag, eh bien, ça, c'est 76 tours. Donc, un tour, c'est quoi? Si vous voulez, un tour, c'est 1 mm de mercure. Bon, dans certains hôpitaux, ils mesurent en centimètres d'eau. Centimètres d'eau. Voilà, voilà, ils mesurent en centimètres d'eau. Ici, c'est une pression avec, je veux dire, un liquide qui est du mercure, Hg, dont la masse volumique de le ρ du mercure vaut 13 565 normalement kg par mètre cube. Donc c'est un, voilà, il est dense, 13 500, c'est dense. Hein. 13 595, je crois que c'est 95, 65, je ne me rappelle plus, 95 kg par mètre cube. De toute façon, je le calcule après. Bon, donc c'est dense, parce que dans un mètre cube, ça veut dire qu'il y a 13 tonnes. 13,5 tonnes. Il y a presque 14 tonnes dans un mètre cube. Donc le mercure, c'est fort dense. Hein. Dans un mètre cube, c'est immense. 14 tonnes, c'est immense. Voilà. Donc, et quand vous regardez le béton, qu'est-ce qu'il peut contenir
diront mètre carré. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Voilà, au mètre cube, hein, au mètre cube. Voilà. Donc, je suppose que c'est pas bon à placer ceci sur du béton, par exemple. Voilà. Enfin, en mètre cube, hein, s'il est en mètre cube, le mercure. Mais on n'a jamais du mercure en mètre cube. Parce que déjà, le mercure, c'est toxique. Donc, voilà. Donc, c'est généralement des petites quantités comme ici. Voilà. Et 76 mm de mercure, mais ça fait une atmosphère. Donc, ça, ici, j'ai rajouté, si vous voulez, une colonne égale à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, si vous voulez, quand on mesure la pression atmosphérique, on mesure 76 mm de mercure. Donc, 76 mm de mercure, c'est un ATM. Mais comme j'ai déjà la pression atmosphérique ici, en sortie, pression atmosphérique naturelle, que j'ai rajouté une colonne artificielle de, pression atmosphérique, donc j'ai deux pressions atmosphériques. J'ai celle constituée par la colonne de mercure et la pression atmosphérique extérieure, voilà, de l'action de l'atmosphère sur le liquide. Ça, c'est la vraie pression atmosphérique. Ça, c'est une pression atmosphérique créée par une colonne de mercure. Une hauteur de mercure, s'il vous plaît. Donc là, j'ai deux atmosphères. Et alors, quand on met deux atmosphères, qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais qu'ici, j'ai plus 10 cm3. Mais j'ai plus que 5 cm. Ça veut dire que j'ai 5 cm3. Bon, et si on continue comme ceci, je remonte encore de 7,6 cm. Voilà, je vais rechercher ceci. Donc, je vais remettre du mercure. Donc, là, j'avais un atmosphère parce que j'avais mis 7,6 cm de mercure. Si je remets 7,6 cm, voilà, je rajoute du mercure jusqu'ici. Là, je remets mon mercure. Et là, j'ai deux fois 76 mm de mercure. Ça veut dire que j'ai deux atmosphères. J'ai une atmosphère ici, plus une atmosphère ici. J'ai deux atmosphères. Mais à l'extérieur, j'ai la pression atmosphérique extérieure qui agit. Donc de l'atmosphère. Ça, c'est la vraie pression atmosphérique de l'atmosphère. Par contre, ça, c'est, si vous voulez, une pression atmosphérique, je veux dire, construite par la colonne de mercure qui fait un ATM. Alors, il suffit de mettre 76 mm et vous avez un ATM. Donc, au bout du compte, j'ai combien d'atmosphères? J'en ai une là, deux là, créée par la colonne de mercure, mais j'ai la pression atmosphérique extérieure, la vraie, faite par la vraie, c'est-à-dire produite par l'atmosphère. Donc ici, j'ai trois fois la pression atmosphérique. Il y a trois fois la pression atmosphérique. Bon. Donc quand on met trois fois la pression atmosphérique, eh bien ici, ça va remonter. La colonne d'air ici, ça va remonter ici, pour remonter jusqu'ici. Voilà. Et là, on se rend compte que ouais, quand je mets 5 cm, voilà, ici, tout à l'heure, on avait 5 cm et 5 cm. Voilà, de colonne d'air. 5 cm de mercure et 5 cm de colonne d'air. Maintenant, sur les 10 cm, on a 6,666 de mercure, mais on a 3,333 d'air. Donc la colonne d'air a diminué. Donc j'ai 3, en hauteur, centimètres bien sûr, et donc comme on fait fois 1 cm², on a 3,333 cm3. Bon, et on pourrait continuer comme ceci, pour autant que le tube soit grand. Pour autant que le tube soit grand, qu'on sait mettre au moins, là on a déjà 15,2 cm, hein, il faut déjà 15,2, hein, supposons que je sais mettre 4, 5, 6 ATM, hein, 6 ATM,
ça voudrait dire, si je mets 6 fois la pression atmosphérique en dehors de la pression atmosphérique de l'atmosphère, si j'ai 6 colonnes atmosphériques de colonnes de mercure comme ceci, 6 fois, eh bien il faudrait 6 fois 7,6 cm. 6 fois 7,6, voilà, avec un tube de 45,6 cm. J'ai 6 fois la pression atmosphérique par rapport au mercure, mais plus une fois la pression atmosphérique qui est celle de l'extérieur ici. Donc, il faudra faire toujours 6 fois la pression atmosphérique plus la pression atmosphérique d'extérieur. Donc, ça ferait, je sais monter jusqu'à 7 avec 7 fois la pression atmosphérique avec un tube de 45,6 cm. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas monter éternellement comme ceci, je veux dire en pression atmosphérique. Bon, ben, allez, supposons qu'on monte jusqu'à 6 atmosphères. Bien, combien j'aurai de volume? Bien, la loi de Boyle-Marotte, c'est ça. C'est qu'on sait bien que P fois V va être toujours constante. C'est-à-dire qu'une fois 10, ça fera 10. 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 3,3, ça fait 10. 6 fois combien fait 10? Ben, pour avoir 10, il faut multiplier ici 6 fois 10 sixièmes. 6 divisé par 6, ça fait 1 fois 10, ça fait bien 10. Et 10 sixièmes, ce qui fait 5 tiers. 5 tiers de centimètre cube. Je rappelle que 3,3333, c'est un tiers de centimètre cube. Hein. Mais bon, comme c'est un nombre qui tire vers l'infini, bon, avec les 3, la période qui vaut 3, 3,33333, le 3 tend vers l'infini, hein, l'écriture de 3. Donc, pour éviter ça, éviter une erreur, c'est plutôt un tiers. Voilà, donc ici, c'est un tiers de centimètre cube, c'est bien. Et donc, vous comprendrez que si 3,333 fait un tiers, mais que 5 tiers, c'est 5 fois ça. Et ça fait combien 5 tiers? Normalement, 5,33 fois 5, mais ça m'étonnerait parce que là, si on augmente la pression, le volume va diminuer. Or, 5 tiers, il augmente. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. 6 atmosphères. C'est bizarre ça. 6 fois combien? 6 fois combien égale 10? Si je divise par 6, ça fait 1. Je fais bien fois 10. 10, et là... Ah ouais, ici c'est 10 tiers. 10 tiers. Ouais, là. Donc là, on a bien 5 tiers. 3 divisé par 3. Ouais, parce que 3,33333, c'est 10 tiers, hein, et pas 1 tiers. Parce que 1 tiers, c'est 0,333. Et 10 tiers, il faut faire fois 3, donc c'est 3,333. Voilà. Donc ça, c'est 10 tiers. Voilà. Et ça, c'est 1 tiers. Voilà. Donc maintenant, c'est correct, parce que le volume doit diminuer. Et si j'avais 1 tiers et 5 tiers, ça veut dire que là, un 5 tiers est plus grand qu'un tiers. Donc il ne diminue pas le 5 tiers. Donc j'ai corrigé ça. Hein, j'ai mis 10 tiers. Donc c'était bien 10 tiers. 10 tiers, là, on a bien 5 tiers. Et là, il diminue bien. Donc ce qui veut dire que quand on diminue la pression, quand on augmente la pression ici, on passe de 1 atm, 2 atm, 3 atm, 6 atm, on augmente la pression. Là ici, on passe de 10 cm3 à 5 cm3 à 10 tiers, voilà, à 5 tiers. Donc le volume diminue. Donc c'est une loi qui est inversement proportionnelle. Et là, on a toujours une constante. Maintenant, je peux faire le contraire. On peut faire l'inverse. Si, à la place de diminuer la pression, j'augmente la pression,
par exemple, si je mets 20 cent, j'ai un demi ATM et un tiers d'ATM. Là, j'augmente la pression, mais mon volume va diminuer. Si je mets un demi pour avoir 10, ce qui fait 20, 20 fois un demi, ça fait 10. Et là, je dois mettre 30. Donc, si je diminue la pression, le volume augmente. Donc, en d'autres termes, si je retire de la colonne, si je retire du mercure, si on enlève du mercure, ben ici, l'air va augmenter. Le volume d'air va augmenter ici. Donc, si je retire encore de la pression, voilà, là, ça augmente. Si je retire encore de la pression ici, là, ça va augmenter ici. Donc, c'est bien une loi inversement proportionnelle. Alors, ce qui veut dire quoi? Si c'est inversement proportionnel, on vient de le voir, PV égale constante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si PV égale constante, et en thermodynamique, je rappelle qu'il existe les variables d'état. Variable d'état, P, V, T, pression, volume, température. Bien sûr, il y a d'autres variables d'état. Voilà. Qui sont dépendantes de ça. Donc en fait, on aura l'enthalpie, voilà, l'enthalpie libre, l'entropie, etc., qui sont des variables d'état en thermodynamique. Bon, mais voilà. Et bien sûr, l'énergie interne U. Ça, c'est en thermodynamique. Hein. Ouais, je vous rappelle que on peut étudier en physique la loi des gaz, la loi de Boyle et Mariotte. Voilà. Je peux l'étudier aussi en thermodynamique. En thermodynamique, je peux étudier la loi de Boyle et Mariotte. Donc, la loi de Boyle et Mariotte s'étudie dans le contexte où on étudie des gaz. Et donc, la relation V en fonction de P. V en fonction de P. A, bien sûr, température constante. Et s'il n'y a qu'une seule variable, hein, V fonction de T, de P. Il n'y a qu'une seule variable. Mais s'il y a plusieurs variables, ici on voit bien qu'il n'y a qu'une seule variable. V est fonction de P, il n'y a qu'une seule variable. Mais s'il existe plusieurs variables comme PVT, je peux écrire quoi? Que une fonction d'état qui est dépendant de PV et T égale à 0. Voilà, une fonction qui sera dépendante de la pression, du volume, de température. Bien sûr, une équation c'est toujours égal à 0. Donc voilà une fonction d'état qui dépendra des variables d'état. Voilà. Et les variables d'état ici, bon, la température dans ce cas-ci, elle est constante. Et V est fonction de P. Ou si vous voulez, je peux écrire PV égale constante. Voilà. D'où PV moins la constante égale 0. Là j'ai écrit une équation F de P, PV, T, avec T égale 0. Voilà. Mais en général, c'est F de PVT, mais ici c'est avec T égale 0 et voilà. Et V est fonction de la pression. Alors, ici on peut voir ça, étudier ça en physique, ou en chimie, en thermodynamique, ou en chimie encore, dans un cours de chimie. Alors, parce que la chimie peut jouer avec des gaz, des masses de gaz. Mais ici, PV égale constante, mais vous pouvez avoir plusieurs états. Par exemple, si je prends que deux états, un état initial et un état final, bien j'aurai P1, V1. Et si je fais subir une pression, une transformation isotherme sur le volume, hein, par exemple, j'augmente la pression, ben on aura une nouvelle situation qui est P2, V2, et si elle respecte la loi de Boyle et Mariotte, on aura P1, V1 égale constante, P2, V2 égale constante, mais c'est la même constante que je vais appeler K. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que P1, V1 est égal à P2,
V2. Voilà. Et donc ça, et donc est égal à K, bien sûr. Et je peux faire subir plusieurs transformations. Hein. Là, à ce moment, je ne parle pas d'état initial et état final. Je parlerai d'état 1, d'état 2, d'état 3, d'état N. P3, V3. Hein, si je fais subir toujours à transformation isotherme, T égale 0. Voilà, puis je peux avoir encore des autres états. État N. 3 petits points. Voilà, j'arrive à un état N avec Pn, Vn. Voilà, En. Voilà. J'ai fait subir plusieurs transformations. Bon, je rappelle que la pression atmosphérique, au niveau du niveau de la mer, bon, elle vaut 101 325 pascal, c'est-à-dire 1 atmosphère, qui est la référence au niveau de la mer. Alors, comment calculer ça? On sait bien que au niveau de la mer, on va prendre un baromètre, hein, comme je vous ai montré, un baromètre que je vous ai fait tout à l'heure, hein, un tube en U avec du mercure, on va mettre du mercure. Alors, on va calculer cette fameuse pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. On sait bien que c'est ρ GH. ρ GH. Bon, le ρ du mercure, ici on utilise du mercure, ρ AG. Pour la gravitation, je vais prendre 9,81. Et le ρ du mercure et la hauteur, bon, on sait bien qu'on a un atmosphère. On a un atmosphère lorsque la colonne est de H est de 760 mm de mercure. C'est-à-dire, ici, comme je dois mettre en unité MKSA, je vais mettre 0,76 mètres de hauteur de mercure. Voilà. Et le mercure, c'est 13 595 kg par mètre cube. Voilà. Et bon, et le G ici, là, en mètres par seconde carré. Donc des kilos par mètre cube, fois des mètres par seconde carré, fois des mètres. Alors, je vais faire ce calcul-là. Et je vais savoir que la pression atmosphérique voudra environ, enfin, voudra un atmosphère, c'est-à-dire 101 325 pascal, pour autant que je fasse bien mes calculs. 13 595 fois 9,81 fois 0,76. Ouais. Bon, ici je trouve 101 358. Bon, je vais remettre 9,80. Bon, j'y remets avec le 9,80, j'ai 101 255. Donc il y a un compromis avec le G, je n'ai pas le G exact. Hein. Il faudrait le G avec plus de précision pour avoir. Bon, là, normalement, je ne me suis pas trompé, c'est 13 595 kg par mètre cube. Voilà, ça, c'est la masse volumique comment on appelle ça, du mercure. Et là, c'est parce qu'en fait, il faut un compromis, il faut que je sois plus précis au niveau du G. Le G, voilà, ne vaut pas 9,80, mais il vaut encore avec des décimales derrière que je n'ai pas mis. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, exactement. Le lieu, l'endroit où ils ont fait ce calcul-là avec le G adapté. Parce que le G varie en fonction du lieu. Il varie très faiblement, mais cette décimale que j'ai besoin pour avoir 101 325 me manque. Voilà, l'unité de mesure, c'est Pascal. Voilà. Enfin, je vais dire en gros, grossièrement, ça fait 101 325 Pascal, parce que je n'ai pas exactement l'exactitude du lieu où ils ont fait ça, c'est-à-dire le vrai G, le bon G. Voilà. Et ça,
101 325, c'est une atmosphère. Mais qu'on a oublié, on commence à abandonner l'atmosphère, hein. L'unité atmosphère est de plus en plus oubliée. Alors pourquoi elle est oubliée? Parce que retenir 101 325 pascal, c'est un petit peu embêtant, hein. C'est un petit peu embêtant. On préfère retenir que la pression atmosphérique vaut non pas 101 000, mais 100 000 pascal. Voilà. De cette manière-là, on fait une erreur, mais une petite. Et ça, c'est une atmosphère. Et ça, c'est ce qu'on appelle 0,9 atmosphère, c'est ce qu'on appelle un bar. Un bar, c'est 10 exposant 5 pascal. 10 exposant 5 pascal. Alors, est-ce qu'on fait une grosse erreur? Ben, on va calculer l'erreur. Je vais faire 101 325, l'écart qui existe, voilà, divisé par rapport à comparer à 101 325. On va comparer cet écart-là. On va regarder si c'est une grossière erreur, hein. Déjà ici, on voit bien qu'on a 10%. Hein. Bon, on va faire ça. 101 300. Non, ici j'ai 0,1 atmosphère. 0,1 atmosphère d'erreur, je m'excuse, pas 10%. 0,1 atmosphère d'erreur. Ici, je vais voir le pourcentage justement d'erreur. 325 moins 100 000 divisé par 101 325. Voilà. Ce qui fait 0,013, ce qui fait 1,3% d'erreur. Fois 100, 1,3%. Donc ici, on fait qu'une 1,3% d'erreur. Donc autant dire que bon, autant utiliser ceci avec 1,3% d'erreur que d'utiliser ceci. Donc on utilisera plutôt le pascal, le bar. Non. Alors bon, on peut mesurer en millibar. Hein, en millibar, qui est, si vous voulez, 1000 fois plus petit que ça. Si un bar c'est 100 000 pascal, 100 000 pascal égale 1 bar, 1 millième de bar, et il faut diviser ça par 1000. Donc 100 000 divisé par 1000, ce qui fait 100 pascal. Et 100 pascal, vous comprendrez, c'est 100 pascal, c'est hectopascal. Voilà, donc hecto, c'est H comme hectomètre. Voilà, hectopascal, qui vaut 1 millibar. Bon, alors, la loi PV égale constante peut se voir sous différents angles. Donc, je mets P et le volume. Et comment va varier le... Je m'excuse, c'est le volume en fonction de la pression. Je m'excuse, c'est le volume en fonction de la pression. Comment varie le volume en fonction de la pression? Bien sûr, à température constante. Mais on sait bien que c'est la loi PV égale constante. PV égale constante, c'est PV égale K. Voilà. PV égale K, ben, donc c'est V fonction de P. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, V est fonction de P, la volume est fonction de la pression, parce qu'on va faire agir une certaine pression, c'est le volume qui va varier. Mais, donc si j'écris PV égale K, ça voudrait dire que V est égal à K sur P. Et ça nous ramène à quoi? À Y égale A sur X, qui est une exponentielle. Voilà. Qui est une hyperbole, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi je dis exponentielle. C'est une hyperbole. Voilà. Et si, voilà, équilatère, si on a, voilà, des angles droits. C'est-à-dire un repère orthonormé, on a un repère, un hyperbole équilatère. Sinon, c'est pas équilatère, elle est, si vous voulez, équisept. Voilà. Si j'ai pas un repère orthonormé, j'ai une hyperbole équisept. Bon, mais ici, on mettra toujours un repère orthonormé, donc il sera perpendiculaire. Et bien sûr,
une pression, un volume négatif, comme ceci, ça n'existe pas. N'allez pas entrevoir de volume négatif, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, vous verrez que quand on va avoir le tube en U, quand on va avoir le tube en U comme ceci, voilà. Ici, on n'arrivera jamais à un volume égal à 0. Le volume d'air ici ne vaudra jamais 0. Jamais. Quelle que soit la pression que vous allez mettre, le volume ne sera jamais, je veux dire, nul. Et donc, s'il n'est déjà pas nul, bon, n'envisagez pas l'impossibilité d'avoir un volume négatif, ça n'existe pas. Bon, et la pression, c'est la même chose. On n'a pas de pression négative. On n'a pas de pression négative. Donc, on est dans un diagramme, si vous voulez, utilisant dans un repère orthonormé que, si vous voulez, le premier cadran. Donc, ce qui veut dire que il y a le cadran 4 et 3 qui vont être éliminés et le cadran 2. Donc, on va se retrouver avec une courbe avec un seul cadran. Voilà. Et donc, ici, l'hyperbole équilataire, elle est comme ceci. Donc, la loi V est égale à K sur P est une loi comme ceci. Voilà. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que connaissant le diagramme ici, bien, on peut trouver n'importe quelle valeur sur le diagramme. Une fois qu'on a tracé le graphique, on s'est trouvé pour une pression donnée, quel sera le volume? Pour une pression P1 donnée, quel sera son volume? Voilà. Mais je pourrais faire l'inverse aussi, puisqu'on a le diagramme qui nous est, je veux dire, qui donne des informations, mais l'information peut avoir une information inverse. Si de P, d'une certaine pression, on voit comment évolue le volume, mais je peux faire une lecture inverse au travers du diagramme. Je regarde pour un volume donné, V3, bien sûr, V3 ici plus grand que V2. V3, pour un volume V3 plus grand que V2, mais vous allez voir directement que j'aurai un volume. Si je ne sais pas pourquoi j'ai marqué V2, c'est P1, V1. Et je vais remettre un volume V2 et j'aurai une pression P2. Donc V2 est plus grand que V1, mais la pression correspondante, on aura V2 est plus grand que V1, mais P2 par rapport à P1 est plus petit. P2 est plus petit que P1. Bon, maintenant, si j'augmente la pression, P3, ben, j'aurai V3. Donc, si on augmente la pression, on voit tout de suite que le volume diminue. Et plus la pression est grande, plus le volume est restreint. À température constante. Voilà, à température constante, plus la pression va augmenter. Voilà, donc ici j'aurai... donc ici, si je fais une transformation, donc je peux faire des lectures volume-pression et pression-volume, si vous voulez, grâce au diagramme. C'est ça que je voulais dire. Mais maintenant, si je fais une transformation ici en diminution de volume, si je diminue, s'il y a une diminution de volume, voilà, on est passé de V1 à V2. S'il y a une diminution de volume de V1 à V2,
mais la pression va être augmentée. C'est une diminution de volume, c'est parce qu'il y a eu, si vous voulez, la pression qui a augmenté. Donc quand il y a un delta V, quand on a V1 moins V2, si je fais V1 moins V2, avec V1 plus grand que V2, donc V1 moins V2 est positif. Eh bien, si je fais V1 va me donner P1, P1 moins P2 sera négatif. Donc, le delta V sera positif, mais le delta P sera négatif. Parce que P1 est plus petit que P2. P1 est plus petit que P2, donc faire quelque chose de petit moins quelque chose de grand, c'est du négatif. Et là, V1 est plus grand que V2, faire quelque chose de grand moins quelque chose de petit, c'est positif. Donc le delta V ici, c'est ce qu'on appelle la variation de volume, est positive ici. Eh bien, quand on a une variation de volume positive, eh bien, la variation de pression est négative. Donc ça veut dire que si on a une variation de volume positive, ça veut dire qu'il y a une augmentation de volume. Voilà, une augmentation de volume est le résultant d'une diminution de pression. Et une diminution de pression, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une, on va dire, une augmentation de pression. Enfin, ici, je ne vais pas rentrer dans les détentes et les compressions et les détentes, mais voilà. Si j'ai pas joué avec un piston, j'ai joué avec un baromètre. Donc, j'expliquerai les détentes et les compressions quand je jouerai avec un piston. Ici, c'est pas le cas. Ici, je joue avec un baromètre. Donc voilà, j'explique la chose avec un baromètre. Bon, maintenant, une deuxième lecture de comment on appelle ça, de la PV, c'est d'écrire ceci. De mettre P ici, là, directement PV. Voilà. P en fonction de PV en fonction de P. Et là, vous comprendrez qu'on aura une constante K. On va lire la constante K. Voilà. Bien sûr, à température égale constante. Donc en delta T égale 0. Alors on retrouve la loi de Boyle et Mariotte vue sous un autre angle. Voilà. Et ça, c'est la loi de Boyle et Mariotte. Donc c'est, si vous voulez, comment, au travers d'un tube en U, avec une branche fermée d'un côté et grande ouverte de l'autre côté, mais qu'on a placé du HG à différents niveaux, hein, un niveau de 0 au départ, et puis après on a augmenté le niveau de HG à des pressions qui sont en rapport avec la pression atmosphérique, en colonne de mercure bien sûr, et bien sûr en tenant compte de la pression atmosphérique existante à l'extérieur, qui est, elle est vraiment l'action de la pression de l'atmosphère, la pression atmosphérique extérieure. Alors que bon, je me suis arrangé pour avoir des colonnes de mercure de 76 mm de mercure pour avoir un ATM ou 2 ATM. Là, je faisais 2 fois 76 mm de mercure. 3 ATM, c'est 3 fois 3 hauteurs de mercure de 3 fois 76 mm de mercure. À ça, rajouter la vraie pression atmosphérique extérieure qui agit de 1 atmosphère. Voilà. Et donc, en jouant avec ça, on a regardé comment varier le volume. Voilà. Et après, on a fait le produit volume fois pression. On a remarqué que ça faisait une constante. Et donc, que volume était inversement proportionnel à la pression. Et que, voilà. Et inversement, la pression est inversement proportionnelle au volume. Notamment, si on a P, V égale constante, on peut dire que P est égal à K sur V, mais V est égal à K sur P. Donc on peut retrouver le volume, la pression en connaissant le volume et le volume en connaissant la pression. Et donc on l'a fait grâce à une pression d'air qui était piégée dans un tube fermé en fait. Et mon gaz ici, c'était quoi? Ouais, je rappelle que qu'est-ce que c'était que mon gaz ici?
bien, mon gaz, c'était... Ouais, le gaz ici. Et on sait bien que le mercure, c'est liquide. C'est tout simplement pour mesurer la pression, ça, hein, la pression atmosphérique. Mais où est mon gaz? Mais ça, c'est le... Là, on l'a fermé ici parce qu'il y a un gaz. Et c'est l'air. J'ai pris un gaz qui est l'air. Bon, il y a un autre gaz qui agit, qui est la pression atmosphérique ici, la pression de l'atmosphère qui est aussi un gaz, c'est la pression d'air. C'est aussi de l'air, on a de l'air ici. Donc j'ai de l'air ici, j'ai de l'air là. Voilà. Et là, c'est un liquide. Alors le liquide, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, le liquide va communiquer une certaine pression. Pression sur le gaz. Mais comme il y a déjà une pression de gaz ici, ben, il faut tenir compte de cette pression de gaz. On a une pression liquide qui est ici du mercure, plus la pression du gaz ici va fournir la pression qu'on aura dans l'enceinte ici de gaz. Et ce gaz-là, c'est de l'air ici. Si vous voulez, on a l'air, le milieu extérieur qui est de l'air, le liquide ici qui est le mercure, et l'air qui est piégé à l'intérieur qui est de l'air. Et je rappelle qu'ici, on ne sait pas avoir une pression, un volume nul. Hein. On ne saura pas avoir un volume nul. Voilà. On a beau augmenter la pression ici, je veux dire, on va diminuer à chaque fois le volume, mais le volume ne va être jamais nul. Il y aura toujours quelque chose. Voilà, je vous remercie.